Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente une conférence au sujet des Doriens. Sujet parfois, il est vrai, complexe, propice au débat et aux diverses controverses. Alors en effet, j'ai dernièrement tiqué face à la reprise sans vergogne, sans prudence ni conditionnelle, de certaines théories plus ou moins old school parmi des chaînes d'histoire grand public, bon, que je ne citerai pas, alors d'ailleurs que les articles sur Wikipédia ne sont pas toujours d'une très grande clarté à ce sujet. Donc je vais m'efforcer d'apporter un peu de clarification à l'aune de recherche personnelle, donc sur un sujet pas toujours évident, donc je laisserai notamment un petit peu de côté les sujets linguistiques qui, à vrai dire, me dépassent un peu, qui sont un petit peu complexes. Je m'arrêterai au sujet, on dira, historique et archéologique. Donc les Doriens sont bien sûr l'un des 4 grands groupes ethniques ou ethnées de la Grèce antique, identifiés comme tels à l'époque classique par des historiens tels Hérodote et Thucydide. Les autres peuples étant les Achéens, les Ioniens et les Éoliens. Certes, ces derniers sont moins importants. Donc, à l'époque classique, le principal État dorien est bien sûr Sparte, dont les coutumes particulières sont abondamment décrites par Plutarque et Diodore. Donc, les cités doriennes possèdent des institutions particulières et une langue en usage qui s'avère assez éloignée des autres langues dialectales grecques, notamment l'ionien, donc comme on voit sur la carte, qui est parlé en Attique et en Ionie, et l'éolien, qui est principalement parlé en Béotie et en Thessalie. Alors, il faut bien voir que la tradition grecque ne les présente que tardivement. Les Doriens ne sont pas mentionnés dans l'Iliade d'Homère, mais ils sont bien présents dans l'Odyssée au sujet du peuplement de la Crète. Alors, ils apparaissent en revanche dans la mythologie, on y reviendra, comme dévastant le Péloponnèse au cours d'une guerre, dans la légende dite du retour des Héraclides. Alors la plupart des Doriens en fait se sont installés, comme on le voit sur la carte des langues, dans le Péloponnèse, à l'exception de quelques régions, donc ils se sont installés en Argolide, en Laconie, donc autour de Sparte, et en Messénie, mais ils ont aussi colonisé la Crète, Rhodes et la Grande Grèce en Italie du Sud. Donc en Anatolie, ils ont peuplé 6 grandes cités doriennes, qu'on appelle l'hexapole dorienne, dont les principales sont des grandes cités, Halicarnasse, Cnide et Kos. Alors, une tradition historique leur attribue la chute de la civilisation mycénienne, mais on peut remettre en cause cette hypothèse, comme on le verra plus tard. Donc à la guerre, les États doriens peuvent généralement compter sur l'assistance des autres États doriens, sachant aussi évidemment que l'ordre dorique, selon la classification issue de Vitruve, désigne le plus ancien et le plus sobre des ordres architecturaux grecs. Alors, au 5e siècle avant Jésus-Christ, l'âge d'or de l'époque classique, Doriens et Ioniens, donc en l'occurrence ici les Athéniens, sont politiquement les 2 plus importants groupes ethniques. Et leur confrontation a abouti, selon Thucydide, à la guerre du Péloponnèse, même s'il faut bien voir que les historiens modernes ne s'accordent pas tous sur la composante ethnique de ce conflit. Ainsi, selon l'éminent helléniste Édouard Ville, c'est la guerre du Péloponnèse qui suscite largement l'antagonisme entre Doriens et Ioniens, et non l'inverse. Donc voilà pour ce premier préambule. Donc revenons aux origines mythologiques. Alors tout ça c'est connu d'après le récit du pseudo-Apollodore dans la bibliothèque, donc c'est écrit bien plus tardivement évidemment. Donc les Doriens, selon lui, tirent leur nom de Doros, l'un des 3 fils d'Hélène, évidemment à distinguer l'Hélène de Sparte, héros éponyme des Hélènes, donc le nom des Grecs, qui est donc ce Hélène, fils de Deucalion, qui est lui-même fils de Prométhée. Alors selon d'autres auteurs, ce Deucalion serait le fils de Zeus. Alors les autres fils d'Hélène sont Éole, qui ne doit pas être confondu avec son homonyme Maître du Vent, qui est l'ancêtre mythique des Éoliens,
et un autre fils, Xuthos, dont les fils Achaïos et Ion sont respectivement, si on a bien compris, les ancêtres des Achéens et des Ioniens. Alors, d'autres explications ont été avancées par les modernes pour expliquer l'étymologie du mot dorien. Alors, ça peut être le mot arbre, le mot lance, mais enfin voilà, je ne vais pas l'évoquer ici. Donc, il y a un cycle de légendes appelé le retour des Héraclides qui évoque l'arrivée des Doriens dans le Péloponnèse. Alors, Héraclès aurait eu 60 fils, hein, n'est-ce pas ? Et ils ont été chassés du domaine de leur père par un roi d'Argos, et ils veulent y revenir à plusieurs reprises. Et ce sont donc leurs petits-enfants qui y parviennent en franchissant le golfe de Corinthe, hein, le verrou naturel vers le Péloponnèse, et en fondant les 3 royaumes de Messénie, de Laconie et d'Argolide, sachant qu'entre-temps, Mycène a disparu, on y reviendra. Et certains de ces Héraclides auraient pris la mer pour s'installer autour de la mer Égée, notamment en Crète et à Rhodes. Donc on confond, on dira dans les sources, les Doriens et les Héraclides. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais voilà, indistinctement, on les appelle, on va dire, de ces 2 noms. Alors, il faut bien voir d'abord aussi, à travers l'historiographie moderne, le poids des idéologies dans l'étude des Doriens et aussi des Spartiates, qui sont évidemment les plus connus des Doriens. Parce que voilà, il y a une question qui hante les historiens de la Grèce ancienne à partir du 19e, qui sont ces Doriens. Donc en 1824, les Doriens connaissent leur première promotion avec la parution d'un ouvrage entièrement consacré donc aux Doriens, un ouvrage qui s'appelle Die Dorier, donc de l'allemand Karl Gottfried Müller, qui est donc un savant remarquable, mais aussi on dirait un germanophile convaincu, pour pas dire un pan-germaniste, et donc ces études vont très très longtemps influencer l'étude des Doriens, et même d'ailleurs le schéma qu'il va donner des phases du peuplement de la Grèce, comme le montre le document tout de suite après, n'est-ce pas, excuserez, voici. Donc qui illustre en fait les peuplements selon les théories de Müller. Donc on voit là ici les Doriens qui selon lui, donc en fait on y reviendra, mais enfin étaient à l'époque vers l'an 1000 établis en Thessalie et qui ont donc peuplé notamment le Péloponnèse et comme on l'a vu une partie du sud de l'Anatolie et de la Crète. Alors donc le schéma qu'il propose a évidemment maintenant largement discuté, mais enfin selon lui, selon Müller, Sparte, évidemment, dont les vertus aristocratiques et guerrières sont le symbole du dorisme, préfigure un État allemand hiérarchisé et militarisé, et il parle ici évidemment de la Prusse. Alors il parle, je mets des guillemets, d'une race dorienne qui aurait sauvé la Grèce de la décadence des peuples plus orientalisés, on dira notamment les Ioniens, les Athéniens, et cette idéologie est reprise par les savants nazis qui idéalisent la rusticité et l'austérité des mœurs des Doriens, qui sont vus comme des montagnards nordiques qui ont su se préserver, là aussi je mets des guillemets bien sûr, de la mollesse asiatique par leur force vitale, au contraire donc des Ioniens. Alors d'autres historiens, pourtant peu suspects d'être partisans des nazis, parce qu'en l'occurrence il a fui aux États-Unis, qui s'appelle Werner Jaeger, mais il écrit en 1933, je mets les guillemets, c'est à Sparte que le type ethnique des envahisseurs se maintient le plus pur, la race dorienne fournit à Pindare, donc le poète, son idéal de guerrier aux cheveux blonds issu d'une race fière. Donc voilà, évidemment on voit tout le poids des idéologies racialistes. Alors, Jaeger étudie aussi d'ailleurs la pédérastie comme un phénomène purement dorien, en pointant chez eux une admiration pour les beaux corps et on dira les belles âmes. Alors Georges Dumézil, le père des études des mythes indo-européens, désigne les Doriens comme étant les plus nordiques des Grecs. Donc là aussi évidemment on peut mettre des guillemets. Alors certes, on a bien constaté, et on verra qu'il y a un trou dans l'histoire de la Grèce, donc quelque part entre la période mycénienne, on dira vers 1200, et le renouveau donc du 8e siècle, le début des temps archaïques, ce qu'on appelle les siècles obscurs. Et en fait, les Doriens vont s'inscrire dans cet espace vide pour, on dira, inventer Sparte, ou en tout cas inventer l'idée que se font les modernes de cette cité.
Alors, on a vu qu'il y a des admirateurs, on dira là aussi des guillemets, de la race dorienne, hein, qui en font le ferment civilisateur de la Grèce alors décadente, et une école adverse en miroir, on dira, va se former avec des savants allemands ou français, influencés plutôt par le marxisme, et qui au contraire en fait les transforment en barbares destructeurs. Donc il y a un historien français qui s'appelle Gustave Glotz, hein, qui écrit au début du XXe siècle que l'invasion dorienne annonce, ouvrez les guillemets, un crépuscule sinistre en Grèce, hein, en opposant une vision idyllique du monde mycénien à la sombre brutalité des envahisseurs considérés par donc Glotz comme des arriérés et des primitifs. Alors un parallèle est aussi opéré entre les invasions doriennes qui auraient mis fin donc à la civilisation mycénienne et les invasions germaniques, hein, qui ont bien sûr mis fin à l'Empire romain. Alors petit à petit, dans les études modernes, les Doriens perdent leur connotation barbare, bien qu'étant souvent jugés comme responsables de la dévastation de la Grèce, hein, à la fin du deuxième millénaire, dans la plupart des études générales de la Grèce antique. Alors, voyons maintenant une tradition historiographique peut-être plus récente, parce que j'ai lu donc dans l'encyclopédie Larousse, hein, qui donc reprend ici une tradition ancienne née de Müller, et puis bon évidemment aussi des historiens de l'époque classique, notamment Hérodote, que les Doriens sont un peuple indo-européen, hein, venu en Grèce à la fin du deuxième millénaire, hein, donc à partir de 1200, et que leur installation a jeté sur les routes de Grèce de nombreux peuples, hein, désirés de trouver de nouvelles terres, donc notamment les Thessaliens, hein, qui descendent vers la Béotie, les Béotiens qui eux s'enfuient en Eubée, et les Achéens du Péloponnèse qui eux partent pour l'Attique. Donc un peu comme les invasions barbares, on me dira, hein, que à la fin de l'Empire romain, c'est que les invasions doriennes ont créé une espèce de domino en Grèce. Alors selon cette tradition qui est encore très répandue, hein, les Mycéniens, donc qui sont donc des Achéens, hein, ont été vaincus vers 1200, hein, avant notre ère, par les Doriens, jugés plus rudes, plus disciplinés. Alors certes, les Doriens ignorent l'écriture, hein, mais ils maîtrisent la métallurgie du fer et montent des chevaux, au contraire des Achéens qui, eux, ont des armes en bronze et des chars attelés. D'ailleurs, beaucoup d'Achéens se réfugient en Attique, où plus tard s'épanouira la cité d'Athènes. Alors, des découvertes récentes permettent d'expliciter, on dira, une partie de cette légende, parce qu'effectivement, vers la fin du XIIIe siècle, une première invasion aurait, je reste au conditionnel, provoqué de grands dégâts, à tel point que les Achéens commencent à prendre leurs précautions en renforçant leurs fortifications, notamment à Mycène, à Tyrinthe et à Athènes. Même chose à Pylos également, hein, qu'on voit donc, au sud sur le littoral du Péloponnèse, hein, avec la surveillance des côtes. Alors il est attesté que vers 1200 avant notre ère, la Laconie et la Messénie sont en partie ravagées et dépeuplées, et ils vont se replier sur eux-mêmes et continuer à vivre à la mode mycénienne. Alors au début du XIe siècle, hein, apparaissent les signes d'un renouveau, avec des changements dans les rituels funéraires, notamment avec des tombes à fosses individuelles, hein, qui remplacent les tombeaux collectifs, ainsi que la généralisation de l'incinération, tandis que la céramique géométrique, hein, succède aux riches ornementations mycéniennes. Donc on reviendra, hein, sur le point plus tard de la céramique et de l'archéologie. Alors certes, la division entre Doriens et Ioniens, en tout cas dans le Péloponnèse, on dirait entre les Héraclides et les descendants des autochtones, correspond à une réalité linguistique. En pays dorien, donc en l'occurrence on prendra le cas de la Laconie, donc de Sparte, hein, le corps politique se divise en 3 tribus, je vous épargne les noms, hein, tandis que par tradition, dans les cités ioniennes, hein, notamment, prenons l'exemple d'Athènes, le pouvoir est partagé entre 4 tribus. Et d'ailleurs, on remarque que dans le Péloponnèse, on honore communément le souvenir d'Héraclès, alors qu'il est plutôt, on dira, mis de côté à Athènes. Alors d'ailleurs, on voit, hein, que les Athéniens justement se glorifient d'être autochtones, alors qu'à l'inverse,
Les Spartiates de l'élite, on dira, se moquent des indigènes, les Ilotes, qui sont méprisés. Donc ils méprisent les populations antérieures, ce qui laisserait à penser effectivement donc les Spartiates sont les descendants de migrants, on dira. Alors pour revenir à la rupture au temps des Doriens, c'est qu'effectivement on constate donc après le 8e siècle que donc la plupart des peuples du Péloponnèse parlent effectivement le dialecte dorien. Donc ça implique effectivement un changement, alors qu'effectivement auparavant, selon les témoignages archéologiques ou littéraires comme l'Iliade, ils parleraient l'achéen, qu'on appelle aussi le mycénien. Donc effectivement, les historiens constatent une rupture dans l'organisation sociale et politique dans le Péloponnèse. Alors on voit bien que la société achéenne, mycénienne, décrite dans l'Iliade, est organisée en royaume, autour de palais. Ce modèle de société disparaît, et une société de caste apparaît comme à Sparte, avec donc des citoyens soldats qui dominent les Périèques, littéralement ceux qui habitent autour, et les peuples qui ont été vaincus et réduits à l'état d'esclaves comme les Ilotes. Alors on voit aussi une rupture au niveau archéologique. Les peintures sur céramique apparaissent beaucoup plus dépouillées, avec un style qu'on appelle géométrique. Des armes en fer également au lieu du bronze sont employées. Et on l'a dit aussi tout à l'heure, les pratiques funéraires évoluent. Donc toutes ces modifications, c'est ça la question, sont-elles dues à l'arrivée d'un peuple extérieur, on va dire, qui aurait détruit la civilisation mycénienne, ou alors il s'agit d'un peuple autochtone grec. Donc voilà la grande problématique historique, parce que se pose la question, ce qu'on verra dans le thème suivant, de l'hypothèse d'une invasion ou d'une migration. Parce qu'effectivement, si j'ai fait cette vidéo, c'est un peu pour réagir, on va dire modestement, face à une théorie qu'on peut remettre en cause, celle de l'invasion dite dorienne, qui effectivement est bien pratique pour expliquer une différence entre la société grecque peinte par Homère et celle des Doriens historiques, de la Grèce classique, notamment évidemment à Sparte. Sachant que les premiers érudits qui s'attaquent à la question, on l'avait cité tout à l'heure, Müller et Jaeger, s'appuient essentiellement sur des sources littéraires, les mythes grecs notamment. Et ensuite, c'est vrai que les philologues et les linguistes ont pu relever le défi, mais ont multiplié, on dira, les hypothèses et les interrogations. Et ce sont finalement les archéologues qui ont un petit peu remis au goût du jour, ou en tout cas qui ont remis en cause cette hypothèse d'une invasion. Alors il y a beaucoup évidemment d'hypothèses ou d'opinions par rapport au foyer d'origine, parce qu'on avait bien vu qu'au départ on supposait que les Doriens venaient, on va dire, de la péninsule balkanique et qu'ils auraient été chassés par les Illyriens, et puis quand même, comme on l'a dit tout à l'heure, les Doriens auraient incité les peuples grecs à se déplacer. Et donc voilà, une théorie largement admise encore de nos jours, donc dans les temps anciens et encore maintenant, et qu'il proviendrait de régions montagneuses du nord-ouest de la Grèce, en gros on dirait la Macédoine et l'Épire, d'où à la suite de circonstances obscures, ils se seraient déplacés vers le Péloponnèse, on l'a dit principalement, mais aussi les îles égéennes. Alors on pense qu'effectivement ce serait lié à des incursions des peuples illyriens. Donc dans l'Antiquité, oui c'est clair, il est admis que les Doriens proviennent des régions montagneuses, considérées comme des régions marginales à l'époque, et qu'ils auraient donc migré sous la pression des Illyriens. Et que donc cette migration, que les Grecs vont appeler plus tard comme le retour des Héraclides, aurait détruit la civilisation des Mycéniens. Cependant, il faut être clair, aucune source archéologique ne confirme l'existence d'un peuple grec vivant dans le nord de la Grèce dans les siècles précédant cette grande vague migratoire du XIIe siècle, donc pendant l'âge de bronze. Donc aujourd'hui, soyons aussi là très clairs, la plupart des historiens pensent que l'effondrement de la civilisation mycénienne a des causes multiples et probablement et essentiellement internes à la société mycénienne, à savoir certes des changements climatiques, mais aussi des révoltes sociales et des luttes entre différentes factions, et que les Doriens n'auraient pas grand-chose à voir avec l'effondrement de la civilisation mycénienne. Alors, la thèse, on va dire, illyrienne a été reprise par les savants du 19e,
On imagine que les Illyriens auraient chassé les Grecs parlant l'achéen, hein, dont l'éolien d'ailleurs serait une survivance, puis ils auraient fait subir le même sort, hein, aux Grecs parlant le ionien et enfin aux Grecs parlant le dorien. Et donc ces 3 vagues successives, hein, du nord vers l'Attique et le Péloponnèse, expliqueraient la répartition géographique des grands dialectes du grec ancien. Alors, à la fin du 19e, une autre thèse situe la région d'origine des Hellènes quelque part entre Grèce et Asie, donc on dira les rives de la mer Noire ou les Balkans, et que 3 vagues successives de proto-grecs en seraient parties. Donc les proto-ioniens vers 2000, les proto-achéens vers 1600 et enfin donc les doriens vers 1200. Donc ça, c'est on va dire la théorie la plus commune, encore maintenant qu'on peut retrouver dans nombre d'ouvrages ou nombreuses vidéos. Et l'arrivée de chacune de ces vagues ne fait pas pour autant disparaître les anciens indigènes, ni les précédents arrivants. Alors présentons maintenant le cœur du sujet, on va dire, les autres hypothèses sur l'origine des Doriens. Alors en fait, certains chercheurs et archéologues, ou historiens ou linguistes, hein, soutiennent qu'il n'y a en réalité aucune invasion dorienne, mais qu'en fait il s'agit de différents groupes de Grecs assez marginaux, hein, qui habitent en Grèce continentale depuis en fait le commencement de la culture mycénienne, et que les destructions donc ont connu certes la civilisation mycénienne sont dues à des raids épisodiques ou à des insurrections locales d'une population opprimée. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, il n'y a aucune preuve archéologique de l'identité du peuple qui a contribué à la destruction de Mycène, ni signe tangible de l'influence d'un nouveau peuple. En clair, hein, toutes ces hypothétiques envahisseurs en fait proviendraient d'une même souche grecque, on dira, reliée aux franges du monde mycénien à l'époque. Alors, bien voir aussi qu'à l'issue des siècles obscurs, la plupart des peuples du Péloponnèse parlent le dorien. Donc les témoignages du Lignarbé, donc le proto-grec, hein, la première langue grecque écrite, et la tradition poétique, notamment les œuvres d'Homère, suggèrent qu'ils parlent antérieurement un dialecte achéen, probablement le mycénien. Alors, il y a aussi évidemment un bouleversement politico-économique dont on a parlé aussi tout à l'heure, hein, avec voilà le passage dans le Péloponnèse de royaumes organisés autour d'une économie palatiale à une société de castes dominée donc par notamment Sparte par un despote, on dira. Et donc toute la question pour cette période est de savoir si ces faits justifient la thèse d'un peuple. Est-ce que les Doriens ont bien envahi le Péloponnèse et en gros chassé des populations autochtones pour les réduire en esclavage, et qu'ils auraient donc imposé leur dialecte à la place du mycénien. Donc évidemment, personne ne remet en cause la réalité de ces changements, mais comment se sont-ils opérés? Telle est la question. Donc certes, la date de l'invasion, en tout cas, on va dire la rupture, est admise autour du XIIe siècle, mais on remarquera que on ne sait rien des Doriens pour le siècle suivant, on n'a aucune source littéraire ou archéologique, alors même que le Péloponnèse s'avère très faiblement peuplé, même après les prétendues migrations et invasions, ce qui paraît contre-intuitif, c'est-à-dire que le Péloponnèse a été vidé de sa population, alors qu'on parle de migration, ce qui paraît effectivement assez étonnant. Donc à voir qu'il y a effectivement des données archéologiques qui sont venues un petit peu apporter un nouvel éclairage, même si effectivement les Doriens sont assez insaisissables pour l'archéologue. Alors, notera quand même effectivement que les vestiges matériels ne permettent pas toujours de caractériser des mouvements de population, et qu'avant l'époque géométrique, donc 950, il n'y a aucune trace archéologique des Doriens ni de leur culture originale en Grèce. Alors rappelons que l'époque géométrique est l'une des 3 grandes périodes des siècles obscurs, hein, donc avec l'helladique et la période proto-géométrique, hein, donc les siècles obscurs qui, en gros, on va dire le Moyen-Âge grec, hein, du XIIe au 8e siècle. Et il a attesté donc que les Doriens ont pris part à la période géométrique, hein, qui marque donc une période de renouveau, donc qui se distingue par des innovations dans la céramique, avec des décors géométriques, mais aussi des formes figuratives bien stylisées, on dira. Et donc par conséquent, connaître l'origine de cette période géométrique permettrait également de connaître l'origine des Doriens. Donc je vous montre ici là un vase d'Argos, si je ne dis pas de bêtises, de la période dite géométrique. Alors la grande question en fait, c'est qu'on parle d'envahisseurs qui auraient surgi donc pour détruire les Mycéniens en 1200, si on a bien suivi, pour faire court. Mais en fait, leur civilisation matérielle ne s'est manifestée
que 250 ans plus tard. C'est bien là le gros problème, en fait, pour les historiens. Même sans remettre en cause totalement l'idée de migration dorienne. Mais c'est qu'en clair, ils auraient mis fin aux Mycéniens en 1200, mais ils sont attestés qu'en 950. C'est-à-dire qu'il y a un trou de 250 ans dans la chronologie. Donc qu'est-ce qui aurait pu, on va dire, retarder à ce point les Doriens? Et qu'est-ce qu'ils sont devenus, on va dire, pendant plusieurs générations? Alors, en fait, il se peut que dès, on va dire, le milieu du XIe siècle, les Doriens se soient distingués des autres Grecs, parce qu'en effet, donc, les siècles obscurs coïncident avec une période de grands bouleversements dans l'ensemble du monde méditerranéen. Donc en Anatolie, l'empire hittite s'écroule, les peuples de la mer, les Ischios, bien sûr, qui ont attaqué l'Égypte, on y retrouve des Grecs. En Grèce, la civilisation mycénienne disparaît, et en Grèce, la civilisation matérielle recule, avec des ruptures, notamment en approvisionnement en cuivre et en étain, une céramique qui devient moins somptueuse, faute de clients fortunés, et l'écriture, c'est important de le noter, qui disparaît avec la fin des scribes travaillant dans les palais, dont un grand nombre ont certes été incendiés. Et d'ailleurs, une grande partie des terrains cultivés sont laissés à l'élevage du petit bétail. Donc dans l'appauvrissement général de la Grèce continentale, la Laconie et la Messénie, qui sont donc des régions, on l'a vu, typiquement doriennes, se sont vidées. Ce qui paraît, là aussi, on l'a dit tout à l'heure, mais contradictoire avec l'idée d'une migration. Donc en fait, pour terminer, il y a bien un vide de plus de 2 siècles entre la supposée arrivée des Doriens en Grèce et les premières traces archéologiques attestées de leur présence. Ce qui paraît étonnant, c'est que plusieurs générations humaines n'auraient en fait laissé aucun témoignage. Donc c'est ça le grand souci, le grand hiatus, on dira. Alors en guise de conclusion, je vais revenir à la carte. Voilà. C'est une hypothèse, on va dire, qui remporte un certain écho parmi les historiens et archéologues actuels, dit que la destruction de Mycène vers 1200 n'aurait pas été le fait des Doriens, mais aurait eu des causes internes, et que le retour des Héraclides évoqués dans la mythologie correspond en fait à la fondation de Sparte vers 950. Donc les Doriens, il faut être clair, seraient donc probablement issus de peuples préexistants en Grèce, dans un relatif isolement, et qui en fait se seraient soulevés participant à la chute de la civilisation mycénienne. Donc il ne s'agit pas de Grecs venus de ne sais quelle contrée lointaine, mais il s'agirait en fait de peuples, de tribus grecques déjà installées, mais marginalisées. Alors il y a un historien britannique, Paul Cartledge, qui écrit d'ailleurs en 2002, j'ouvre les guillemets, c'est devenu ces derniers temps un nouveau scandale. Les Doriens, archéologiquement parlant, n'existent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a dans les vestiges des 2 siècles postérieurs à 1200 aucune trace de culture matérielle qu'on pourrait considérer comme spécifiquement dorienne. C'est ce qui rejoint ce que je disais tout à l'heure, le trou qu'on a dans la chronologie. Alors certes, l'étude des Doriens perd année après année de ses certitudes. Alors il en reste, on imagine bien pour le cas notamment de Sparte, des institutions quand même bien connues, ou institutions politiques ou militaires, ou religieuses, que je n'ai pas évoquées, un dialecte, qui s'avère d'ailleurs en fait plus proche du grec mycénien, donc du Nérbé, qu'on pouvait l'imaginer autrefois. Alors, on a bien vu que l'archéologie souligne la totale inexistence des Doriens dans la production matérielle des siècles obscurs, avant la période géométrique. Donc il y a bien eu un bouleversement profond au XIIe siècle, mais l'explication d'une simple invasion ne fait plus recette, car culturellement, en fait, il n'y a pas eu de rupture. Et les Doriens, en fait, feraient partie intégrante de cette Grèce appauvrie et dévastée qui succède au monde mycénien. Donc je rappelle, sur le plan archéologique, il n'y a aucune trace d'un apport matériel étranger. Alors, même si certes, au cours du XIe siècle, il y a des mutations décisives, donc on l'a vu, l'invention du style céramique, le développement de la métallurgie du fer, la diversification des rituels funéraires. Mais tous ces éléments ne peuvent pas être associés à une arrivée de populations étrangères, car les innovations surgissent en fait dans des zones préservées des destructions qu'on suppose être celles des Doriens. Et que en fait les régions qui, elles, ont été dévastées, inversement, il n'y a pas de rupture, et on assiste à un phénomène plutôt de dépopulation massive, ce qui là aussi est assez contradictoire. Et d'ailleurs, pour terminer, un argument aussi important, c'est que le site de Sparte,
qui est vraiment le lieu dorien par excellence, n'est occupé qu'en 950. Donc il y a un trou de 250 ans entre les Doriens qui auraient mis fin à la civilisation mycénienne et la fondation de leur principale cité. Ça paraît quand même assez étonnant. Donc, il devient, on va dire pour beaucoup, impossible de soutenir la thèse d'une invasion suivie d'une installation sur le sol conquis, faute d'envahisseurs. Donc on peut certes admettre l'hypothèse de raids violents, limités, qui participent à la fin de la puissance mycénienne. Mais c'est une hypothèse parmi d'autres, on l'a dit, des conflits internes, des accidents climatiques. Donc il faut, on va dire, renoncer à la trace d'une arrivée massive des Doriens dans le Péloponnèse, tout au moins à cette époque-là. D'ailleurs, les sources antiques sont loin de suggérer forcément la présence d'envahisseurs, on va dire, étrangers. Le retour des Héraclides, d'ailleurs rien que le nom, évoque plutôt des guerres de succession, des guerres dynastiques, et non pas, on dira, une invasion. Alors, on peut aussi supposer qu'effectivement, les Doriens pourraient effectivement être un peuple grec originaire du nord-ouest, mais déjà là depuis bien longtemps, et qui aurait en fait eu bien longtemps en tout cas dans le Péloponnèse, qui aurait eu un retard politique sur d'autres ethnies, notamment les Ioniens, et que ça n'implique pas forcément une arrivée plus tardive, mais comme les auteurs anciens considèrent que voilà la vie politique est vraiment, on va dire, la définition de l'homme grec, ça aurait été un handicap, on va dire, pour être considéré comme un ethnos grec à part entière. Alors, à voir aussi que voilà, il y a une, on va dire, le thème donc de l'invasion qui est profondément inséré, on va dire, dans une tradition historique, fonctionne, on dira, de manière symbolique pour expliquer des faits, on dira, complexes, et on l'a dit aussi avec un poids idéologique très fort en Allemagne et en France. Mais bon, on va quand même être clair aussi, c'est que pour certains chercheurs, les très fortes ruptures introduites à la fin de la période mycénienne, ainsi même que les légendes grecques, plaident, selon eux encore, pour l'historicité de l'invasion dorienne. Bon, en tout cas, la question reste en suspens, mais là où je te terminerai, c'est qu'il faut quand même rester très prudent et employer le conditionnel, et je pense qu'on ne peut plus parler comme ça au premier degré de migration dorienne. Voilà, j'espère avoir été complet, ou en tout cas clair. Je vous remercie, chers auditeurs et chères auditrices, et je vous dis à bientôt.